Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée, et en particulier Emmanuel Hirsch et Xavier Do, car c'est évidemment un honneur pour le président de la section éthique et déontologie du Conseil national de l'Ordre des médecins d'être appelé à présider cette séance sur le consentement et l'information de la personne devant un auditoire aussi prestigieux. Consentement et information, ces deux principes s'inscrivent au quotidien dans la relation singulière entre le patient et le médecin. Ils restent incontournables alors qu'il s'agisse de soins habituels, d'investigation ou de recherche médicale. En 1947, le Code de Nuremberg énonçait en tant que principe cardinal le consentement volontaire du sujet humain est essentiel. Tous les textes qui ont suivi, Code civil, Code de la santé publique et d'autres de portée mondiale, s'accordent pour conclure, comme dans notre article 36 du Code de déontologie médicale, le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Et l'article L1111-4 du Code de la santé publique se termine ainsi: aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Ces textes confirment donc bien la primauté du principe déontologique et réglementaire du consentement de la personne après que celle-ci ait été informée du projet qui lui est soumis. Consentement libre, oui, mais que de questions à se poser sur cette liberté, liberté réelle ou apparente. La personne a-t-elle vraiment les moyens physiques, intellectuels ou matériels de décider librement? C'est dire combien le qualificatif d'éclairé doit être immédiatement accolé à celui de libre, car c'est bien de la qualité de l'information délivrée et surtout de sa compréhension que dépendra la validité de la décision de consentir. Mais pour une personne, consentir ne doit pas être une fin en soi. La simple participation volontaire et en toute lucidité à une étude est aussi l'occasion d'une relation nouvelle, la recherche d'une possible solution thérapeutique, la contribution à un projet auquel le patient souscrira, avec d'autant plus de docilité qu'il s'agira d'une proposition de son médecin, lequel, à ses yeux, ne saurait en aucun cas être malfaisant. La déclaration d'Helsinki précise, à propos du consentement à participer à une recherche médicale, deux préférences par écrit. En France, le Code de la santé publique est plus exigeant, puisque l'article 1122-1, il est précisé, le consentement est donné par écrit ou en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Si le consentement peut être verbal pour des actes de base, pour des soins particuliers, il est mieux de pouvoir présenter un document écrit et signé, ne serait-ce qu'en cas de litige. En France, dans le cas de la recherche biomédicale, il est clairement établi qu'il doit être donné par écrit. Mais le fait de réclamer signature à un patient que l'on soigne ne laisse-t-il pas planer un doute sur la nature exacte du contrat? À plus forte raison si cette recherche est sans intérêt direct pour la personne qui y consent, ou au mieux associée aux soins prodigués avec l'espoir que le patient pourra en retirer un certain bénéfice. Et si la notion de risque, même mesurée, a été évoquée, la relation n'en sera-t-elle pas altérée? C'est l'occasion de rappeler ici le rôle prépondérant du médecin traitant, qu'il soit investigateur ou qu'il ne le soit pas. Il devrait être à l'écoute des interrogations de son patient et l'informer au mieux sur l'objet de la recherche et les conditions du protocole qui lui est soumis. Lui seul pourra traduire en termes adaptés le descriptif froid et technique de l'étude proposée. Il devra garder trace de l'information délivrée en s'assurant qu'elle a été bien comprise. La seule signature en bas d'un document ne suffit pas. Par ailleurs, le consentement ne peut émaner que d'une personne ayant la capacité à consentir personnellement ou bien par l'intermédiaire d'une personne habilitée à le faire. On pourra ainsi distinguer la capacité de droit et la compétence à consentir. Il faudra aussi impérativement rechercher l'assentiment de la personne si elle n'est en droit de consentir en son nom. Sur ce sujet, Mme Marina Cavazzano-Calvo, professeure d'hématologie au CHU Necker, enfants malades, nous parlera du consentement éclairé des personnes en situation de fragilité. Et Mme Prada Bordenave, directrice de l'agence de biomédecine, de la protection des personnes vulnérables, le cas des donneurs vivants d'organes et de cellules. Quoi qu'il en soit, le consentement n'a de sens que s'il est bien la résultante d'une réflexion et d'un dialogue dans le cadre de l'information délivrée et de la liberté de choix quant à une éventuelle participation
qui pourra toujours être annulée. Dr Pierre Eckart de l'Ordre national des médecins nous dira ensuite ce qu'informer signifie. Enfin, les patients nécessairement informés des résultats de l'étude devront aussi consentir au recueil, au stockage, à l'interprétation et à l'exploitation des données recueillies. Et à ce propos, le Dr Jacques Lucas, vice-président du Conseil national, nous parlera des données identifiables et de la confidentialité des informations personnelles. Je vais donc donner la parole d'abord à Mme Cavazzana, puis ensuite à Mme Prada-Bordenave. Ensuite, la discussion s'installera et nous passerons à la deuxième partie de la première séance avec le Dr Eckart et le Dr Lucas.